Partie 2. Un pas en arrière. Chapitre 1. Camille avait beaucoup hésité avant de choisir sa destination. Les mots de Madame Boulanger, qui résonnaient encore dans sa mémoire, l'avaient finalement décidé. Mathieu vit à Paris depuis 2 ans. Il a intégré les Beaux-Arts et nous ne le voyons que pendant les vacances. L'été touchait à sa fin. Elle n'était pas certaine que Mathieu serait chez lui, mais c'était toutefois là qu'elle avait le plus de chances de le trouver. Elle avait donc opté pour un pas sur le côté qui les conduirait dans le parc près du fleuve, choisissant de l'effectuer le soir pour que leur arrivée passe inaperçue. Ils se matérialisèrent derrière un buisson, et Björn écarquilla les yeux. Il avala sa salive avec difficulté tout en se passant la main dans les cheveux. Il les avait coupés avant de partir et sans ses nattes et son armure, il était méconnaissable. « Étonnant !» balbutia-t-il en désignant les immeubles illuminés qui dépassaient la cime des arbres. Camille approuva en se félicitant in petto d'avoir épargné à son ami un détour par Paris. Le chevalier avait accepté sans hésitation de l'accompagner, mais il aurait eu du mal à appréhender la réalité d'une grande ville. Salim tousseta. « Tu sais, je ne peux pas éviter de faire un tour par la maison. J'ignore pourquoi, vu les liens qui m'attachent à ce qui me reste de famille. La curiosité, peut-être. » Il avait parlé d'une voix hésitante, comme s'il craignait sa réaction. Il fut donc rassuré lorsqu'elle opina de la tête. « J'irai aussi rendre visite à mes parents, haut du ciel, je veux dire. Mais moi je sais pourquoi. Ils me doivent quelques explications, et j'ai l'intention d'obtenir des réponses à mes questions. » Ils sortirent du parc. La nuit était tombée. Toutefois, les rues étaient éclairées. De nombreux passants déambulaient encore sur les trottoirs. « Je ne pensais pas que je reviendrais un jour ici, » murmura Salim en regardant autour de lui. « Ça ne sent pas très bon, » remarqua Björn. « Et ces voitures, comme vous les appelez, sont trop bruyantes à mon goût. »« Un peu de patience, » plaisanta le garçon. « Tu vas t'y faire. Bientôt, tu ne voudras plus repartir. »« Bon, » intervint Camille. « Par quoi commence-t-on? Nous allons chez Mathieu ?» Il n'y eut pas de réponse et elle planta les mains sur ses hanches. « Je vous signale que je suis la plus jeune. » les fustigea-t-elle. « Vous pourriez faire un effort et ne pas me laisser prendre seule toutes les décisions. Vous ressemblez à 2 moutons. » « Ne t'inquiète pas, Björn, » persifla Salim. « Ça l'apprend régulièrement, mais elle fait des progrès. Il n'y a pas longtemps, elle me traitait de mollusque. Me voilà devenu un mouton. Peut-être un jour aurai-je le droit d'être traité comme un humain. Dis-moi, ma vieille, poursuivit-il à l'intention de Camille. Ça changerait quoi qu'on te donne notre avis? Tu ne tiens jamais compte de ce qu'on te propose. Suppose que je te conseille d'attendre demain pour rendre visite à ton frère. Quelle serait ta réaction? » « Je t'écouterai jusqu'au bout, » lança-t-elle d'une voix tranquille. « et je te dirai que ton idée est stupide. Nous y allons tout de suite. En route !» Björn la regardait sidéré, et Salim hocha la tête. Surprenante, non? Il était 22 heures précises lorsqu'elle appuya sur la sonnette du numéro 26. Salim et Björn étaient restés en retrait, et Camille sentit ses jambes trembler comme la première fois où elle avait fait ce geste. Son unique rencontre avec son frère avait été trop courte pour qu'ils fassent réellement connaissance. Elle devait alors le convaincre de rallier Gwendalavir, mais Mathieu n'avait témoigné aucune envie de l'accompagner, pourvu qu'il se montre cette fois-ci plus conciliant. Il s'agissait tout de même de ses parents. La porte d'entrée s'ouvrit sur Madame Boulanger. Elle dévisagea Camille d'un air surpris et consulta sa montre. « Oui ?»« Je suis désolée de vous déranger à cette heure, » s'excusa Camille. « Mais il faut absolument que je voie Mathieu. » Madame Boulanger hésita un instant, puis soupira. « Entre. Je suppose que pour te présenter si tard, tu as une bonne raison. » Camille la suivit dans un couloir qui desservait le salon ainsi que la cuisine. Madame Boulanger s'arrêta au pied de l'escalier et appela. « Mathieu ? Il y a une visite pour toi. » Des pas résonnèrent alors que Madame Boulanger gagnait le salon. Le cœur de Camille s'emballa. Les jambes de son frère apparurent, puis son buste et enfin son visage. « Toi ?» articula-t-il lorsqu'il la vit. Elle se contenta, en réponse, d'un sourire qu'elle voulut le plus engageant possible. Des expressions contradictoires défilèrent sur le visage de Mathieu, trop fugaces pour qu'elle puisse les analyser. Il descendit les 3 marches qui les séparaient de sa sœur et se tint à quelques centimètres d'elle. « Mathieu !» commença-t-elle. « Je suis revenue parce que... » « Je suis désolée. » la coupa-t-il doucement. « Vraiment désolée. Je me suis comporté comme un idiot. »« Mais... » Non, laisse-moi parler. Tout au long de ces 2 derniers mois, j'ai été dévoré par la honte. Si tu savais combien de fois j'ai rêvé que tu revenais,
que tu m'offrais une chance de me racheter. Je souhaiterais te montrer que je suis différent de ce que tu as pu croire. » Une vague de soulagement submergea Camille. Je trouverais ça merveilleux. Mais il faut que tu saches que je suis venue pour une raison précise. Si tu es d'accord pour m'écouter, tu risques d'être entraîné dans de sacrées aventures. J'en ai eu un aperçu à Paris, lorsque ce fou furieux t'a attaqué. Tout ce que tu m'as raconté ce jour-là était vrai, n'est-ce pas? Tout! Et pour nos parents? C'est pour eux que je suis ici ce soir. Mathieu passa les mains dans ses cheveux. Tu ne crois pas qu'on devrait s'installer pour parler tranquillement? Proposa-t-il. Excellente idée. Attends, juste une seconde. Elle se concentra et se glissa dans les spires. C'était la première fois qu'elle essayait de contacter Salim. Mais cela ne lui posa aucune difficulté. Elle le connaissait si bien. Il sursauta lorsque la voix de Camille résonna dans sa tête. Cool, mon vieux, ce n'est que moi. J'ai trouvé Akiro et tout se passe pour le mieux. Je crois qu'il a beaucoup changé, ou que je l'avais mal jugé. Certainement un peu les deux, en fait. Je vais en avoir pour un bon bout de temps à discuter avec lui. Peut-être la nuit entière. Tu pourras en profiter pour faire un saut chez toi avec Björn, si ça te tente toujours. Rendez-vous au parc demain à 9h. Je t'embrasse. Lorsque la voix se tut, Salim resta figé par la surprise. Il finit par saisir le bras de son ami et le secoua. « Björn, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà embrassé dans la tête ?» Mathieu observait Camille avec étonnement. Pendant quelques secondes, elle avait eu l'air absente, comme si elle allait s'évanouir. « Ça va ?»« Très bien, » le rassura-t-elle. « J'ai envoyé un message à un copain. Cela fait partie des choses dont je dois te parler. On attaque ?» Ensemble, le frère et la sœur montèrent à l'étage. Le chuchoteur qui tapit dans l'ombre avait assisté à leur rencontre, poussa un couinement satisfait et disparut. Chapitre 2. Salim se tourna vers Björn. Camille discute avec son frère, elle en a pour un bon moment, jusqu'à demain matin en fait. Je ferai volontiers un tour jusqu'au peintre, c'est la cité où j'habitais. Tu m'accompagnes? Volontiers, si nous mangeons d'abord, s'exclama le chevalier. Les deux amis se mirent en marche. En passant le pont sur le fleuve, Salim rappela à Björn la fois où Camille et lui s'étaient retrouvés au fond de l'eau, après un pas sur le côté malheureux. Il tendit ensuite le bras vers le quartier de la Tour Romaine, en lui expliquant que les parents adoptifs de Camille vivaient là-bas. Puis les immeubles des peintres se dressèrent devant eux et ils se turent. De nombreux enfants jouaient encore sur les trottoirs éclairés par de hauts lampadaires, tandis que dans les coins sombres, des groupes plus âgés discutaient ou écoutaient de la musique. Björn engloutit la dernière bouchée d'un énorme sandwich garni de 2 steaks et de frites qu'il avait acheté dans le centre-ville. Il s'essuya les lèvres d'un revers de manche, puis détailla les environs. « Il y a peu de grâce dans ces tours !» jugea-t-il. Salim écarta les bras en signe de fatalité. « Je sais, je ne rêvais que d'une chose, quitter cet endroit. Maintenant que c'est fait, je m'aperçois que j'y ai laissé une partie de moi-même. Je ne regrette rien, mais je ne peux pas oublier. » Il y avait une note de tristesse inhabituelle dans sa voix, et Björn le considéra avec gentillesse. « Quels sont tes projets ?»« Simplement regarder, je crois. » répondit Salim. Je n'ose pas imaginer la réaction de ma mère si je rentrais ce soir à la maison, l'air de rien. Je pense qu'on entendrait ses hurlements jusqu'à l'autre bout de la ville. « Hurlements de joie ?» Tu rigoles? Ce n'est pas ma vraie mère, tu sais. La mienne est morte quand j'étais un bébé. Mon père s'est remarié avec une femme qui arrivait du Cameroun. Ils ont eu 5 filles. Comme aucun fils ne pointait son nez et que je lui ai rappelé trop de mauvais souvenirs, il a foutu le camp. 2 cousins sont arrivés et j'ai commencé à ne plus me sentir chez moi. Tout en parlant, Salim entraîna Björn vers un banc et ils s'assirent, face à la tour Picasso. C'est là que j'ai grandi, au 17e étage de cet immeuble. Continua le garçon. Je n'ai pas reçu de coups, mais pas de tendresse non plus. En fait, personne ne s'est jamais vraiment occupé de moi. Si tu savais combien de fois j'aurais aimé avoir un père ou un grand frère pour me défendre quand je me faisais enquiquiner ou racketter dans la rue. Mais je n'en avais pas. Alors j'ai appris à me débrouiller, à courir vite. Pour tout te dire, Björn, si je n'avais pas rencontré Camille, je crois que j'aurais mal tourné. Il y eut un long silence. Le chevalier observait les tours, les jeunes qui déambulaient, désœuvrés. Par les fenêtres aux volets encore ouverts, il apercevait la lumière bleutée de dizaines de postes de télévision et, de temps en temps, les phares d'une voiture illuminaient brièvement les murs tagués d'insanité. Il ne comprenait pas. À côté de lui, Salim était perdu dans ses pensées. Il reprit soudain la parole, la voix teintée d'une douce allégresse. « Elle est exceptionnelle », confia-t-il à son ami.
C'est elle qui m'a donné envie de m'intéresser aux choses et aux gens. Grâce à elle, je me suis accroché au collège, même si ma voie semblait tracée. Je suis ce que je suis, mais ce que je suis, c'est à elle que je le dois. Non, tu as tort! Björn avait parlé avec force, ses yeux plantés dans ceux de Salim. Et Willa n'a pas inventé ton courage, ta force de caractère ou ta loyauté. Poursuivit-il. Personne ne t'a obligé à voler à son secours et c'est à toi et non à elle que je dois la vie. Bien des adultes auraient intérêt à calquer leur attitude sur la tienne, crois-moi. Tu peux être fier de ce que tu es. Salim se contenta de hocher la tête, avant de s'ébrouer comme s'il sortait d'un songe. Il se leva. Je vais prendre une dernière bouffée d'air de mon enfance. Décida-t-il. Tu m'attends ici? Björn perçut son besoin de solitude. Personne ne pouvait tirer un trait sur son passé sans avoir envie de jeter un ultime coup d'œil en arrière. Pas de problème. Je suis assis, j'ai l'estomac plein et il fait bon. Je patienterai toute la nuit s'il le faut. Salim le remercia du regard et d'un pas mal assuré traversa la rue. Le chevalier le vit s'engager sur l'esplanade au pied de la tour, faire un signe de la main à un groupe d'enfants occupés à démonter un vélo, passer devant une bande de jeunes installés sur les marches des escaliers, puis franchir la porte vitrée du hall. Björn poussa un soupir et étira ses longues jambes. Il avait hâte de quitter cet endroit, de rentrer chez lui. Plus que l'aspect peu ragoûtant du lieu, le sentiment de ne pas être à sa place le gênait. Il était suffisamment cultivé pour savoir que, comme tous les humains de Gwendalavir, il était le descendant d'hommes qui avaient choisi l'exil, et ce choix pulsait dans ses veines. Il comprenait maintenant que Camille se soit sentie pendant des années en décalage avec ce qu'elle vivait. Songer à Camille entraîna ses pensées jusqu'à Merwin. Pourquoi diable le mythique dessinateur avait-il insisté pour qu'il accompagne les adolescents, laissant entendre que sa présence était indispensable à la réussite de l'aventure? Un cri le tira de ses réflexions. Salim l'appelait à l'aide! Björn se leva d'un bond et partit en courant, cherchant à son côté le manche de sa hache. Il traversait la rue lorsqu'il prit conscience qu'il était désarmé. Il poussa un juron. Une mobilette qui arrivait sur lui l'évita de justesse, mais déjà le chevalier gagnait le trottoir opposé. Salim se trouvait confronté à un groupe d'individus à l'attitude menaçante. Sans lancer d'avertissement, le chevalier fonça dans le tas. Salim n'était pas monté jusqu'à son ancien appartement. Il avait déambulé un moment dans le hall d'entrée, passant une main distraite sur les murs couverts de graffitis et les boîtes aux lettres éventrées. Impossible d'y déchiffrer un nom, mais il doutait que le sien y ait été un jour inscrit. Il chuta négligemment dans un prospectus qui traînait sur le sol et prit conscience d'un fait limpide. Il n'était plus d'ici. Sa vie était désormais ailleurs, dans un autre monde avec d'autres personnes. Cette brutale certitude l'apaisa. Comme si un vent purificateur s'était mis à souffler sur son passé. Il respira plus profondément. Il adressa un adieu muet vers le 17e étage et sortit de la tour. La bande était encore là, juste à côté de l'entrée. 6 jeunes dont l'âge variait de 16 à 20 ans. Salim les connaissait. Pas vraiment méchants, mais agressifs, avec une tendance marquée pour la provocation gratuite. Il avait déjà eu à plusieurs reprises des problèmes avec eux, chaque fois pour des sollicitations à la limite du racket. « Salim, t'as pas 2 €? Salim, j'ai un truc à te demander !» Avec de la diplomatie, du calme et de l'humour, il s'en était toujours tiré sans encombre, en s'aidant aussi, trop souvent à son goût. Au fil du temps, au prix d'un savant mélange de discrétion et de mimétisme, il avait acquis la faculté de passer inaperçu aux yeux de ce type de bande. Pourtant, en sortant de la tour, il rejeta les épaules en arrière et sa démarche conserva une indéniable assurance. Il avait changé. Il avait combattu des Rice, affronté de multiples périls, survécu à d'innombrables dangers. Il avait vu des cités fantastiques et même croisé un dragon. Son torse s'était élargi, ses muscles durcis. Il n'avait plus peur. « File-moi ta casquette !» Salim tourna la tête. Un des jeunes assis sur les marches s'adressa à un garçon âgé d'une dizaine d'années qui avait fait l'erreur de croiser son regard. Le ton était plaisant, mais la gouaille des paroles ne cachait pas qu'il s'agissait d'un ordre. Le garçon, intimidé, obéit. Sans réfléchir, Salim intervint. Il tendit le bras et intercepta la casquette avant qu'elle ne change de main. Il la reposa sur la tête de son propriétaire qu'il poussa gentiment vers la rue. Le garçon ne se fit pas prier et détala, non sans lui avoir jeté un coup d'œil reconnaissant. « Toi, pauvre cloche, tu cherches les problèmes ?» Le jeune qui avait convoité la casquette s'était levé et approché de lui. En un éclair, Salim se rappela toutes les fois où il avait courbé l'échine face aux insultes. Les mots jaillirent avant qu'il ait pu les retenir.
Mon seul problème, c'est toi, face de rat. Son interlocuteur se figea une fraction de seconde, puis il agit, très vite. Sa main gauche saisit le col de Salim pendant que son poing droit fusait vers sa figure à un arc de cerf court et méchant. C'était un habitué des combats de rue, mais Salim fut plus rapide que lui. Plutôt que d'esquiver, il s'avança pour chercher le contact avec son adversaire. Le coup qui était destiné à sa pommette n'effleura que sa nuque, lui offrant l'avantage d'un bref instant qu'il mit à profit. Il abattit de toutes ses forces le tranchant de ses deux mains dans les côtes de son agresseur. Celui-ci se plia en deux, en émettant le bruit d'un ballon de baudruche qui crève. Il se laissa glisser à genoux, cherchant désespérément à retrouver son souffle, pendant que Salim reculait d'un pas. Les 5 autres étaient déjà sur lui. Il évita un premier coup de poing, lança son pied dans un tibia et sourit malgré lui lorsqu'il entendit un cri de douleur. « Bjorn !» hurla-t-il avant d'encaisser un choc sur le menton. Il se baissa pour fouetter les jambes d'un des jeunes, rata sa feinte et reçut un coup sur le crâne. Des étoiles dansèrent devant ses yeux, mais il réussit à se dégager avant d'être écrasé par ses assaillants. Ceux-ci étaient gênés par leur nombre et leur empressement à le frapper, mais Salim se savait mal parti. Il donna un violent coup de coude et un des agresseurs se plia en deux. Bjorn entra dans la danse à ce moment-là. Le premier jeune avait récupéré et se préparait à revenir dans la bagarre. Il se sentit tout à coup saisi à la nuque comme par un étau. Puis une poigne de fer attrapa le fond de son pantalon et il s'envola jusque dans un buisson voisin. Un deuxième agresseur subit un sort identique avant que les autres ne comprennent que la situation avait évolué. Ils abandonnèrent Salim pour affronter ce nouvel adversaire. Bjorn avait beau être impressionnant, ils ne se démontèrent pas. Et en une seconde, le chevalier se retrouva assailli de toutes parts. Salim avait du mal à recouvrer son équilibre. Il leva les yeux pour voir un troisième garçon partir en vol plané. Bjorn, conscient d'avoir affaire à des adolescents et non à des adultes, ne portait pas de coups. Il se contentait de parer ceux qu'on essayait de lui infliger, et quand il en avait la possibilité, éjectait un de ses adversaires sans la moindre délicatesse, en poussant un grognement sourd. Il faisait un sérieux ménage et les jeunes étaient proches de la panique lorsque la scène s'illumina soudain. « Police, on ne bouge plus !» La voix avait claqué, forte et autoritaire. La bande se dispersa comme une volée de moineaux, laissant sur le carreau 2 garçons trop groggy pour s'enfuir. Bjorn, éberlué, jeta un coup d'œil circulaire tandis que Salim se relevait péniblement. 4 policiers leur faisaient face. L'un d'eux tenait une puissante torche électrique. Un autre était penché contre sa voiture et parlait à la radio. Le chevalier attendit que Salim clopine jusqu'à lui. Il ne savait absolument pas quelle attitude adopter, mais le garçon ne lui fut d'aucun secours. « J'en ai assez de ces bagarres de rue !» jeta le policier en reposant son micro. « Allez, on embarque ces 4-là !» Chapitre 3. Si c'est tout ou presque. Camille s'étira et s'adossa au lit de Mathieu. Ils avaient parlé des heures, se racontant ce qu'ils avaient vécu, se découvrant l'un l'autre, d'abord avec prudence, puis très vite avec une étonnante complicité. En entrant, il s'était assis sur le tapis au milieu de la chambre. Camille s'était rapidement avoué qu'elle avait mal jugé son frère. Elle le lui avait confessé. « J'étais persuadée que tu étais un égoïste prétentieux. » Mathieu avait souri, un peu gêné. C'est une part de moi-même qui existe certainement. À ma décharge, j'étais mort d'inquiétude pour mes examens, et complètement crevé. Piètre excuse, d'accord. Elles peuvent toutefois t'aider à comprendre un peu mieux ma réaction. Ils avaient ensuite évoqué leur passé. Comme Camille, Mathieu n'avait aucun souvenir de la période qui précédait son arrivée dans ce monde. Mais, au contraire de sa sœur, il avait noué des liens affectifs très forts avec sa famille adoptive. Les Boulanger avaient été des parents modèles et lui avaient offert tout l'amour qu'il aurait donné à un enfant de leur sang. Ils avaient également abordé le domaine intime de leurs pensées secrètes, chacun confiant à l'autre toutes ces choses si personnelles qu'on les partage rarement. Camille avait parlé de la mort qui s'était entr'ouverte pour elle. Mathieu avait bu chacune de ses paroles. Elle avait ébauché un portrait de Salim, et il avait deviné, au travers de ses mots, combien il comptait pour elle. Mathieu, lui, avait raconté sa passion pour la peinture, sa quête désespérée de la perfection, ses aventures amoureuses et ses déceptions lorsqu'elles s'achevaient. Chaque déconvenu emportait un morceau de ses illusions, mais inlassablement, il continuait à chercher celle qui serait son parfait complément. Il avait avoué à Camille que, comme elle, il se sentait souvent en marge de la réalité. Ils avaient esquissé un futur possible dans un ailleurs qu'il était désormais décidé à explorer. Bon sang! Laissa échapper Camille. Que je suis heureuse de t'avoir trouvé! Mathieu lui sourit. Cette jeune sœur qui arrivait comme un miracle était en train de transformer sa vie. Un coup discret frappé à la porte lui fit tourner la tête. Entre. Madame Boulanger se faufila dans la chambre. Elle avait passé un peignoir en éponge sur sa chemise de nuit.
et un trait soucieux barrait son front. Camille prit soudain conscience qu'il était presque 3 heures du matin. La mère adoptive de Mathieu avait toutes les raisons de s'étonner qu'elle soit encore là. Elle voulut s'excuser, mais n'en eut pas le temps. « Il est tard, Mathieu, » constata Madame Boulanger. « Si tu veux que ta sœur dorme ici, tu n'as qu'à prendre le matelas dans le placard et l'installer à côté de ton lit. » Il comprit 1 seconde avant Camille. « Comment sais-tu » balbutia-t-il. Elle eut un geste fataliste. « Comment je sais que cette jeune fille est ta sœur ? Un aveugle s'en apercevrait. Vous avez les mêmes yeux violets, le même sourire, le même timbre de voix. Tout en vous clame qu'un même sang coule dans vos veines. » Mais... Ce n'est pas tout. Je sais depuis longtemps que ce jour devait arriver, bien avant ta première visite, jeune fille. Quel dommage que ton père ne soit pas là en ce moment, Mathieu. Il aura du chagrin de ne pas t'avoir dit au revoir. « Que racontes-tu » murmura Mathieu. Madame Boulanger lui effleura la joue du bout des doigts et se tourna vers Camille. « Tu es Willan, n'est-ce pas ? Et tu viens le chercher pour le ramener là-bas, dans cet autre monde. » Chapitre 4. Récapitulons. Vous affirmez vous appeler Bjorn Willwire, drôle de nom entre parenthèses, et vous n'avez aucun moyen de prouver votre identité. Vous ne pouvez donner aucune adresse, ni nous indiquer un lieu de travail. Personne, à vous entendre, ne vous connaît. Et c'est un hasard si on vous a trouvé en compagnie du jeune Salim Kondo, recherché depuis des semaines par toutes les polices de France. Je me trompe pas? Bjorn haussa ses larges épaules. Non. L'inspecteur Franchina, assis derrière son bureau, passa les mains dans ses cheveux en secouant la tête. C'est dingue. Finit-il par dire. Complètement dingue. Et vous prétendez ne rien savoir de la petite du ciel? Jamais entendu parler d'elle. Répondit Bjorn. Je vous l'ai répété 100 fois. Cela faisait maintenant plus de 2 heures que l'inspecteur de police l'interrogeait, et il n'arrivait pas à imaginer le moindre début de stratagème pour se sortir de ce guêpier. Il s'en était pourtant fallu de peu que rien ne se passe. Ils avaient été conduits au poste où l'on avait relevé leur nom sans leur poser de questions. Salim et les 2 jeunes étaient mineurs. Un policier avait maugré à l'idée de devoir les raccompagner chez eux. Le cas de Bjorn était un peu plus compliqué, mais malgré son incapacité à présenter une pièce d'identité, il était clair qu'il serait rapidement relâché. La bagarre n'avait eu d'autre conséquence qu'un œil poché pour l'un des garçons et des côtes douloureuses pour l'autre. Il n'y avait rien de sérieux à reprocher aux différents protagonistes. Malheureusement pour Salim et Bjorn, l'inspecteur Franchina était de service ce soir-là. En passant au commissariat, il avait immédiatement reconnu le garçon disparu depuis le début de l'été. L'affaire avait eu un grand retentissement, et les supérieurs du policier avaient été très critiqués sur sa manière de la gérer. 2 adolescents kidnappés qui se libèrent tout seuls avant de disparaître à nouveau. Cela faisait très mauvais effet. En découvrant Salim assis sur un banc dans la salle de garde, l'inspecteur Franchina avait cru rêver. Il avait toutefois vite réagi, et Bjorn, immédiatement placé en garde à vue, avait endossé le rôle de principal suspect dans un enlèvement. « Vous mentez !» cria le policier en assénant un violent coup de poing sur la table. « Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Camille du ciel ?» Bjorn ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était clair qu'il avait décidé de se taire. Stoïque, il croisa les bras et fixa une mouche qui se promenait sur une pile de dossiers. L'inspecteur Franchina se leva en soupirant. « Comme vous voulez. » jeta-t-il. « Mais ne croyez pas que votre mutisme m'empêchera de découvrir la vérité. Je suis loin d'en avoir fini avec vous. » Le policier s'approcha de la porte qui entr'ouvrit. « Faites venir le jeune Kondo !» lança-t-il. Salim ne tarda pas à apparaître et Bjorn lui adressa un regard plein d'espoir. « Salim !» commença l'inspecteur. « Pourrais-tu répéter devant monsieur ce que tu m'as confié tout à l'heure ? » C'est que... N'aie pas peur, mon garçon, l'encouragea le policier. Tu ne risques plus rien, je te le certifie. Salim prit une grande inspiration et, ignorant Bjorn, commença à parler. C'est lui qui nous a enlevés, Camille et moi. Chapitre 5. Tu en as trop dit pour t'arrêter à présent. Mathieu avait parlé doucement, sa voix était tendue. Madame Boulanger eut un sourire triste. Je vais vous raconter ce que je sais, mais avant, je veux me préparer un bon café. Que diriez-vous de nous installer en bas, dans les fauteuils du salon? J'ai passé l'âge de m'asseoir par terre. Sa dernière phrase avait été une pâle tentative pour détendre l'atmosphère. Mais elle eut peu d'effet. Camille et Mathieu étaient trop abasourdis pour réagir.
Un peu plus tard, Madame Boulanger posa 3 tasses fumantes sur la table basse. Elle porta lentement son café à ses lèvres et après en avoir bu une gorgée, prit la parole d'une voix lente, presque détachée. Il faut remonter 10 ans en arrière. Bernard, mon mari, et moi savions déjà que nous ne pourrions pas avoir d'enfants. Nous songions en adopter un, mais nous n'avions pas encore engagé de démarche dans ce sens. Nous menions une vie trépidante. Bernard, à l'époque grand reporter, était toujours par Mont et par Vaux. Je le suivais dans la plupart de ses voyages et nous avions conscience qu'un bébé n'avait pas sa place dans la famille que nous formions. Nous rentrions d'un long reportage au Brésil lorsque Hervé nous a appelés. Il était photographe comme Bernard, et c'était un véritable ami. Un homme formidable, ouvert à la culture impressionnante, qui devait malheureusement se tuer 3 ans plus tard dans un accident de voiture. Il nous invitait chez lui pour fêter notre retour. Il tenait à nous présenter un couple dont il avait fait la connaissance pendant notre absence. C'est ainsi que nous avons croisé le chemin d'Altan et d'Elicia. Camille sursauta. Elle s'attendait certes à une révélation, mais pas à entendre le prénom de ses parents dans la bouche de Madame Boulanger. Cette dernière poursuivit. Bien sûr, à l'époque, ils portaient des noms d'emprunt, Alain et Élise. Dès que nous les avons vus, Bernard et moi avons été séduits. C'étaient les êtres les plus captivants que nous avions jamais eu l'occasion de rencontrer. Leur connaissance était immense et totalement ouverte, leur goût varié. Ils étaient attentifs aux autres, les côtoyer était un pur plaisir. Ils avaient en outre un côté mystérieux qui les rendait terriblement attirants. Ils se disaient écrivains, mais refusaient de parler de leurs œuvres, et certaines choses pourtant évidentes les laissaient parfois aussi étonnés que des nouveau-nés. Ils possédaient ainsi un savoir sur la musique ou la littérature à faire mourir de jalousie les plus grands spécialistes. Puis nous bombardaient de questions naïves sur le fonctionnement de nos institutions politiques. Très vite, nous sommes devenus amis. Nous nous voyions pourtant par intermittence. Le travail de Bernard nous entraînait au loin pendant des semaines. Eux disparaissaient souvent plus longtemps encore sans que nous sachions où. C'est lors d'une soirée chez Hervé qu'Alain et Élise nous ont révélé la vérité. Madame Boulanger finit son café et reposa sa tasse, les yeux perdus dans ses souvenirs. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Le repas achevé, nous nous étions installés au salon. Nous évoquions nos voyages. Bernard parlait de la Nouvelle-Guinée et de l'impression d'étrangeté qu'il avait gardée de sa découverte. « Je connais un endroit qui te paraîtrait bien plus étrange », affirma alors Alain. C'est ainsi que nous avons appris l'existence de Gwendalavir. Au risque de sembler ridicule, je dois avouer que nous n'avons pas été très étonnés. Des questions informulées ont trouvé leur réponse. La réalité s'est éclairée sous un jour différent et nous l'avons acceptée. Nos 2 amis étaient inquiets. La situation en Gwendalavir se dégradait. Ils n'osaient pas nous faire courir le risque d'une visite de leur monde. Ce fut donc par leur récit que nous avons découvert un endroit qui n'apparaissait sur aucune carte. Ce secret partagé a renforcé notre amitié. Peu à peu cependant, nous nous sommes vus moins souvent. Altan et Elicia ne venaient plus que rarement, et lorsque nous avions la chance de nous retrouver, leur tension assombrissait la joie de nos rencontres. Un jour, il y a 8 ans, ils ont disparu. Presque malgré elle, Camille se pencha, buvant les paroles de Madame Boulanger. Allait-elle enfin apprendre ce qui s'était passé? Pendant 6 mois, nous sommes restés sans nouvelles. Nous étions convaincus de ne jamais les revoir. Lorsqu'un soir, Elicia est arrivée, seule. Elle était terriblement pressée, mais, nous confia-t-elle, elle avait un immense service à nous demander. Les choses tournaient mal en Gwendalavir, et elle souhaitait, si le pire survenait, que nous nous occupions de leurs enfants. Nous avions entendu parler de vous à de nombreuses reprises, mais nous n'avions jamais eu la joie de vous voir. Nous avons bien sûr accepté. Elicia nous avertit qu'elle effacerait vos souvenirs, pour que vous ne soyez pas malheureux, mais aussi pour votre sécurité. Vous ne deviez jamais connaître votre lien de parenté, ni vous rencontrer. Hervé s'occuperait de toi et Willan, tandis que Bernard et moi aurions la responsabilité de t'élever, Mathieu. Nous avons été d'accord, même si cela signifiait que nous perdrions contact. Elicia nous a remerciés avec gravité, et elle est partie. Nous ne l'avons jamais revue. Quelques mois plus tard, Hervé s'est tué en voiture. Ce fut un moment très difficile, car nous étions profondément attachés à lui. La convocation du juge est arrivée 3 jours après son enterrement. Altan et Elicia avaient tout réglé. Nous n'avons eu qu'une signature à placer au bas d'une page pour nous retrouver avec un grand garçon de 11 ans, sans aucun souvenir de son passé. Madame Boulanger se tut et contempla Mathieu avant de reprendre. Tu es devenu notre fils, mais j'ai toujours su qu'un jour tu nous quitterais.
Camille s'était imprégnée de chacune des paroles qui avaient été prononcées. Un instant, elle s'obligea à se taire. Puis elle ne put se contenir davantage. Et moi? Chapitre 6. Madame Boulanger se tourna vers Camille. Tu as eu moins de chance que Mathieu. Tu aurais pourtant pu être très heureuse si Hervé n'avait pas eu ce stupide accident. Sans doute. Acquiesça Camille. Mais cela n'explique pas comment les du ciel m'ont adoptée. En guise de réponse, Madame Boulanger se leva et décrocha une photographie qu'elle contempla un instant avant de la tendre à Camille. Voici un des clichés qui ont assuré la renommée d'Hervé, précisa-t-elle. Il a pris en Corée, il y a une 12aine d'années. Camille avait sous les yeux une photo en noir et blanc, sur laquelle apparaissait un jeune garçon pliant sous le poids d'un énorme sac. Le photographe avait su saisir dans les yeux du gamin la détresse d'une maturité trop vite arrivée et le fardeau d'une misère désespérée. La photo était remarquable, mais ce fut la signature en bas à droite qui retint l'attention de Camille. Hervé du ciel. Hervé était le frère de Maxime du ciel, ton père adoptif, précisa Madame Boulanger. Une pièce importante du puzzle se mettait en place, et Camille sentit un poids invisible quitter ses épaules. Ses parents avaient certes choisi de l'exiler, mais ils n'avaient cherché que son bonheur et sa sécurité. Seul un dramatique coup du sort l'avait conduite dans une famille aussi peu aimante. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Mais pourquoi les du ciel? J'ai toujours su qu'ils ne m'aimaient pas. Malgré tous mes efforts, ils m'ont toujours considérée comme une étrangère. » La vérité n'est pas très jolie, expliqua Madame Boulanger. Hervé était un photographe célèbre. Il avait remporté plusieurs prix, dont un prestigieux. De nombreux journaux s'arrachaient ses services. Et il gagnait très bien sa vie. Son frère le jalousait beaucoup. Hervé savait qu'il prenait des risques en se rendant dans tous les endroits du globe où les hommes sont fous. Quand il a accepté la responsabilité de t'élever, il a voulu que tu sois en sécurité s'il lui arrivait quelque chose. Il a rédigé un acte notarié, léguant ses biens à son frère, si celui-ci acceptait de t'adopter en cas de malheur. Et le pire est advenu. La mort a frappé non pas dans un pays étranger, mais sur une route de campagne. Moins de 10 jours plus tard, Maxime du ciel est officiellement devenu ton père adoptif. Hors de question pour un individu de son espèce de renoncer à l'héritage de son frère, même si tu faisais partie du lot. Camille hésita un instant. Elle ne voulait pas blesser cette femme si gentille. Pour autant, elle devait comprendre, tout comprendre. « Mais pourquoi Hervé du ciel m'a-t-il confié à son frère? Et pourquoi n'avez-vous rien fait? Ne croyez pas que je veuille vous reprocher quoi que ce soit. Mais je me suis si souvent demandé ce que je faisais chez les du ciel. » Les réponses à tes deux questions sont malheureusement faciles à donner. Hervé manquait d'objectivité pour tout ce qui concernait son frère. Il savait que Maxime et sa femme avaient toujours voulu un enfant. Il était persuadé que tu serais la bienvenue chez eux, que tu serais heureuse. Et puis ce testament n'était qu'une précaution. Comme la plupart des hommes, il ne s'attendait pas à mourir. Mathieu prit la parole d'une voix douce. « D'accord, mais pourquoi n'avoir rien fait pour Camille quand vous avez compris que les du ciel ne l'aimaient pas? Tu oublies ce que nous avait raconté Isia. Votre irruption dans notre monde signifiait qu'il était arrivé quelque chose de grave à vos parents, que vous étiez en danger. Nous devions tout faire pour que vous ne vous rencontriez pas. Nous n'avions pas le choix. Ta vie et Willa nous échappaient. »« Je comprends, » murmura Camille. « Je comprends. » Elle était apaisée. 7 années de sa vie venaient de prendre un sens. Le soulagement la rendait légère, légère. « Et maintenant ?» demanda Mathieu à sa mère. « Je suppose que si Willan t'a retrouvé, c'est que les choses ont changé. Vous allez partir, non ?» Mathieu se tourna vers sa sœur et Camille prit conscience que la question lui était adressée. « Oui, » admit-elle. « Nous allons partir, dès demain matin, c'est-à-dire tout à l'heure. La situation en Guantalavir est redevenue normale. Mais nos parents ont besoin de notre aide. »« Comment peux-tu le savoir ?» s'étonna Madame Boulanger. « C'est vraiment une très longue histoire, » répondit Camille. « Je crois que vous devrez attendre que nous revenions pour l'entendre. » Le visage de Madame Boulanger s'éclaira. « Mathieu reviendra? Tu me dis la vérité ?»« Bien sûr, je ne kidnappe personne. Je ne pense pas que nous serons de retour pour la rentrée des Beaux-Arts, mais Mathieu, quelle que soit la direction que prendra sa vie, pourra toujours aller et venir entre les deux mondes. » Une larme de bonheur perla au coin des yeux de Madame Boulanger. Elle l'essuya négligemment du revers de la main. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. « Je savais que je ne devais pas me mettre en travers de ta route, Mathieu. Mais l'idée de ne plus te revoir était insupportable. »« Ne plus me revoir? Tu plaisantes. »
répliqua Mathieu qui paraissait aussi ému que sa mère adoptive. Tu crois sans doute que je peux me passer de tes crêpes et de tes cannelloni? Madame Boulanger fit mine de lui pincer le nez. Espèce de sale gamin, lança-t-elle en riant. Puis elle retrouva son sérieux. Si vous devez partir tôt, il vous faut dormir un peu. Au lit, ordonna-t-elle. Chapitre 7. Quoi? Que dis-tu? Je dis que Björn est en prison, ou du moins enfermé au commissariat, qu'on l'accuse de m'avoir kidnappé et de t'avoir fait disparaître. C'est moi qui l'ai vendu parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'expliquer ce que nous faisions ensemble, et j'espère qu'il a compris pourquoi j'ai agi ainsi, sinon il va être sacrément pétard après moi. Après avoir accablé son compagnon, Salim avait été reconduit chez lui par l'inspecteur Franchina en personne. L'accueil n'avait pas été très différent de celui auquel il s'attendait. Sa belle-mère avait simulé la joie, mais il était clair qu'elle avait déjà quasiment oublié. Ses demi-sœurs et ses cousins n'avaient pas paru non plus très concernés par son retour. Tout juste rentré chez lui, il n'avait qu'une hâte, repartir. Il avait attendu le matin en ne dormant que d'un œil, et à 8 heures, s'était esquivé sans prévenir. Camille et Mathieu étaient arrivés un peu en retard au rendez-vous. Salim avait à peine pris le temps de les saluer avant de leur raconter ce qui s'était passé la veille au soir. J'ai failli venir vous réveiller en pleine nuit, mais j'ai pensé que ça ne servirait pas à grand-chose. Qu'allons-nous faire? Il regardait Camille sans paraître douter de sa capacité à trouver une solution. Elle soupira, puis son visage s'éclaira. Où est le problème? Björn possède la deuxième voyageuse. Il peut changer de monde quand il veut. Salim lui offrit une grimace penaude. C'est que... Quoi? S'inquiéta Camille. En guise de réponse, Salim plongea la main dans sa poche et en tira une bille au reflet irisé. Je voulais juste lui faire une blague. Se justifia-t-il? Il n'arrêtait pas d'insinuer que l'enseignement d'Eyana était bidon, que j'étais aussi discret qu'un... Camille se frappa le front. La voyageuse de Björn! Le coupa-t-elle. Salim, tu es un bougre d'irresponsable atrophié du cerveau! Quand te décideras-tu à te servir du pois chiche que tu as dans le crâne? Quand? Salim était si piteux que Mathieu ne put retenir un éclat de rire qui lui attira un regard noir de sa sœur. Ne ris pas, s'il te plaît, l'adjura-t-elle. S'il se croit drôle, il va devenir insupportable. Je suis vraiment désolée, murmura Salim. Tu crois qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr que nous allons faire quelque chose, lança Camille. Tu ne voudrais tout de même pas qu'on rentre sans Björn? Non, évidemment, mais... Tais-toi, ordonna-t-elle. Et laisse-moi réfléchir. Björn est enfermé dans un endroit que je ne connais pas. Impossible de m'y rendre par un pas sur le côté. Je peux par contre le contacter, du moins je le crois. Il ne nous reste plus qu'à imaginer un moyen de lui restituer la voyageuse. Mais Salim et moi n'avons aucune chance de franchir discrètement les portes du commissariat. Je pourrais intervenir, proposa Mathieu. C'est une solution. Reste à imaginer un plan qui te permet d'aborder Björn. Tu dis que tu peux le contacter? Ça doit être possible, pourquoi? Demande-lui de téléphoner à un avocat, ou du moins de faire semblant. Je pourrais ainsi m'approcher de lui sans éveiller de soupçons. Génial, mon vieux! S'écria Salim. Tu te déguises en avocat, tu entres dans le commissariat, tu files la bille à Björn et on se tire, trop fastoche! Tu sais Camille, ton frère est malin, presque autant que moi. Camille leva les yeux au ciel. Tu ne crois pas si bien dire, ce plan est nul! Mais pourquoi? Gémit Salim, l'air soudain très las. Il me paraît très bien. Parce que nous sommes dans la vraie vie, Salim, pas dans une série américaine. Si une personne placée en garde à vue peut contacter un avocat, cela ne signifie pas que n'importe qui puisse jouer ce rôle, surtout pas quelqu'un d'aussi jeune que toi, Mathieu. Non, il faut trouver autre chose. Laissez-moi réfléchir. Monsieur et Madame du Ciel prenaient leur petit déjeuner. Le silence n'était rompu que par le bruit des pages du journal que Monsieur du Ciel lisait en remuant son café. Lorsqu'il tendit distraitement la main vers la corbeille, sa femme tout sauta. « Maxime, vous avez déjà mangé 2 croissants ?» lui reprocha-t-elle. Monsieur du Ciel s'apprêtait à répliquer, lorsqu'une voix dans son dos le fit sursauter. « Elle a raison, vous grossissez. Vous devriez suivre un régime et essayer la course à pied. » Les époux du ciel se retournèrent en sursaut. Une tasse se renversa sans que personne ne s'en soucie, tachant irrémédiablement la nappe de dentelle. Camille? Si malgré la surprise, Madame du Ciel avait réussi à articuler un mot, son mari, lui, ressemblait à un poisson rouge hors de son aquarium. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. Ses yeux étaient exorbités. « Oui, c'est moi !» rétorqua-t-elle. « Quelle perspicacité! Heureux de me voir ?» ?»« Mais d'où venez-vous » proféra Madame du Ciel. « Où étiez-vous passé ? Nous pensions que... »
Camille s'approcha. Une part de son esprit s'émerveillait de cette situation qui, quelques mois plus tôt, aurait été impensable. Elle surprenait les du ciel, les choquait même, et ne ressentait pas la moindre crainte. Elle tira une chaise et s'assit. Monsieur du ciel finit par recouvrer la parole. « Mais c'est incroyable !» s'écria-t-il. « Où diable étiez-vous donc? Je vous croyais kidnappé. » Ce débordement d'affection me fait chaud au cœur. Nota Camille avec un sourire amer. On ne m'a pas enlevé, je suis partie. Volontairement. Et pour vous éviter d'inutiles hypothèses, sachez que je vais de nouveau m'en aller, définitivement. Monsieur du ciel eut un mouvement de recul. Vous délirez, Camille. Je crois qu'il... Ne vous lancez pas dans l'un de vos discours habituels. Le coupa-t-elle. Je suis pressée et j'attends que vous me fournissiez des explications. Je ne vous ai jamais entendu parler de mon passé, même devant le juge, lorsque vous avez obtenu ma garde. Est-ce que votre frère Hervé vous avait confié d'où je viens? Hervé? Mais... Monsieur du ciel bafouillait. Sa femme avait pâli. Il se frotta les yeux, essayant de retrouver la maîtrise d'une situation qui lui échappait complètement. Qui vous a... Pourquoi? Vous voyez? Reprit Camille. Je me contente d'une seule question. J'en ai pourtant beaucoup d'autres qui, sans réponse, me gêneront probablement toute ma vie. Qu'attendiez-vous de moi? Que me reprochiez-vous? Pourquoi ne m'avez-vous jamais aimé? Parce que vous n'êtes pas notre fille, intervint Madame du ciel. Parce que c'est Hervé qui nous a imposé cette adoption. Parce que nous ne nous sommes jamais habitués à vous. Parce que vous êtes étrange, incompréhensible. La tirade, prononcée avec une froideur blessante, frappa Camille comme un coup de poing au creux de l'estomac. C'est faux! Se révolta-t-elle. J'étais une petite fille perdue, j'avais désespérément besoin qu'on m'aime. Vous auriez pu être tout pour moi, remplacer les parents que j'avais perdus. Vous ne m'avez laissé aucune chance, mais répondez à ma question. Poursuivit-elle en s'obligeant à respirer profondément. Hervé vous avait-il révélé d'où je viens? Il y eut un bref instant de silence, puis la voix de Monsieur du ciel s'éleva, aussi insensible que celle de sa femme. Oui, nous connaissions vos origines. Mon frère nous les a révélées lorsqu'il nous a demandé de nous occuper de vous en cas de malheur. Le pauvre garçon trouvait votre histoire follement passionnante. Nous avons eu beaucoup de mal à le croire, mais il a fini par nous convaincre. Comment vouliez-vous que, dans ce contexte, nous nous attachions à vous? Avant l'accident d'Hervé, nous craignions de nous lancer dans une procédure d'adoption, parce que nous ne voulions pas accueillir un petit étranger à la maison. Nous voulions un enfant identique à celui que nous aurions pu avoir. Et nous vous avons eu vous, Camille, plus différente que tous les étrangers de la terre. Pouvez-vous demander à un chien d'adopter et d'aimer un chat? Mais... Non, laissez-moi finir. Vous souhaitiez une réponse? Vous allez l'obtenir. C'est vrai, il n'y a pas d'amour entre nous, peut-être un semblant d'affection ou rien d'autre. Toutefois, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Quand vous avez disparu, nous avons très vite compris que vous n'aviez pas été enlevé, que vous étiez reparti là-bas, ou que cela fut. Et ne prétendez pas que vous n'êtes pas une étrangère, ou que votre monde est semblable au nôtre. N'oubliez pas que j'ai failli perdre la vie à cause de vous, et de cet assassin qui a fait irruption ici. Alors n'attendez pas que nous nous effondrions à l'annonce de votre départ définitif. Camille l'avait écouté sans broncher. Elle aurait dû être bouleversée, peut-être anéantie. Heureusement, des amis loyaux tenaient désormais le rôle que les du ciel avaient toujours refusé. Elle sentit pourtant la dernière attache qui la liait encore à sa famille adoptive se briser, avec une pointe de douleur au ventre. Elle attendit d'avoir retrouvé sa sérénité pour parler d'une voix ferme. Vos paroles ont au moins eu le mérite d'être honnêtes, remarqua-t-elle sans acrimonie. Je vais partir, comme je vous l'ai promis. Toutefois, avant que nous ne nous quittions, vous allez m'aider. Peut-être pour la première fois, mais à coup sûr pour la dernière. Et je ne vois pas comment vous pourriez refuser. Chapitre 8. Björn avait passé une nuit exécrable. Lui, un chevalier de l'Empire, arrêté comme un vulgaire malandrin, interrogé pendant des heures par ce bailli persuadé de détenir un monstre mangeur d'enfants. Et Salim qui l'avait lâchement abandonné, l'accusant de les avoir enlevés, lui et Ewilan. Bien sûr, le garçon n'avait agi ainsi que pour recouvrer sa liberté, mais le sentiment d'avoir été trahi était là, fort désagréable. Pour couronner le tout, Björn s'était également aperçu que sa voyageuse avait disparu et avec elle sa seule chance de s'échapper. Finalement, après avoir dû répondre à 1 millier de questions, il avait été jeté dans une pièce dont le mobilier sommaire ne dissimulait pas la fonction, une cellule. Demain matin, Avait annoncé l'inspecteur.
On vous présentera au procureur. Je ne doute pas qu'il prolonge votre garde à vue. Il se pourrait même qu'il vous inculpe aussitôt. Auquel cas, ce sera la maison d'arrêt. Un procureur, une maison d'arrêt. Björn ignorait de quoi il s'agissait, mais il avait conscience que sa situation n'était pas brillante. Pourquoi donc Merwin avait-il voulu qu'il se joigne à cette expédition? La couchette de Sajol était aussi dure qu'une planche et le semblant de repas qu'on lui avait servi insipide. Björn ouvrit les yeux à l'aube, de fort mauvaise humeur. Il avait beau cogiter et il ne voyait absolument pas comment se sortir de ce traquenard. Pourvu que Camille et Salim ne l'aient pas oublié. À 8h30, l'inspecteur Franchina lui rendit visite. Le procureur vous entendra en fin de matinée. Si vous avez quelque chose à dire que, par inadvertance, vous auriez oublié de nous confier hier, c'est le moment. Je suis certain qu'un signe de bonne volonté de votre part l'inciterait à la bienveillance. Un mot sur la petite Camille du ciel, peut-être. Björn dut faire un effort monumental pour ne pas jeter le policier contre un mur. Il expira profondément et réussit par miracle à conserver son calme. Je vous ai maintes fois expliqué que je ne connaissais pas cette jeune fille. Aboya-t-il. Pourquoi persistez-vous à douter de ma probité? L'étrange façon de s'exprimer du suspect, remarquée tout au long de la nuit, confortait l'inspecteur Franchina dans ses certitudes. Ce Björn Willwire était coupable. Il fallait lui arracher la vérité. Il sortit sans se donner la peine de répondre. Plus tard, un policier escorta Björn de sa cellule au bureau de l'inspecteur. Pendant les quelques secondes que dura le trajet, le chevalier envisagea froidement d'assommer son garde pour s'enfuir. Mais la sagesse l'emporta. Il ne connaissait rien à ce monde. À supposer que son évasion réussisse, où irait-il? L'inspecteur était déjà là, assis en compagnie d'un individu que Björn n'avait jamais vu. J'aimerais assister à l'entretien, disait l'inspecteur. Vous n'êtes pas du métier, vous pouvez rater un détail crucial. Peut-être, mais si vous restez, il risque de se fermer comme une huître. Laissez-moi une chance, il s'agit de ma fille. Franchina hésita un instant. Puis, en secouant la tête pour marquer son manque de conviction, il se tourna vers Björn. Monsieur Willwire, si tel est votre nom, je vous présente Monsieur du Ciel. Il a insisté pour vous parler seul à seul, bien que ce soit en marge du règlement. Je vois mal comment lui refuser ça. Le policier ouvrit la porte et lança avant de sortir. Vous avez 10 minutes. De toute façon, le fourgon de transfert va bientôt arriver. La serrure cliqueta derrière lui et Björn reporta son attention sur l'individu qui avait demandé à le voir. Ainsi, c'était le père adoptif d'Ewilan. Il ne lui plaisait pas. La vie d'Ewilan influençait sans doute son opinion, mais Björn aurait pu s'en passer et juger Maxime du Ciel sur sa seule apparence. Tout en lui respirait la suffisance et la fausseté. Que pouvait-il bien lui vouloir? Il n'eut pas longtemps à attendre pour le savoir. Qu'avez-vous fait de ma fille? Ah non, ça n'allait pas recommencer. Elle nous manque. Si vous possédez des informations, il faut... Salut Björn, ça va? Le chevalier écarquilla les yeux. Devant lui, Monsieur du Ciel continue à parler sur un ton guignard. Il ne semblait pas avoir entendu la voix d'Ewilan. Évidemment. Qui d'autre voudrais-tu que ce soit? Un cliché? Bien, écoute. Mon père adoptif, le bonhomme peu sympathique qui a priori se trouve en ce moment face à toi, va te rendre la voyageuse. La voyageuse! Björn avait parlé à haute voix, en criant presque, et Monsieur du Ciel sursauta. Quoi? Balbutia-t-il. Que dites-vous? Rien. Le rassura le chevalier. Rien du tout. Continuez, je vous en prie. Maxime du Ciel le regarda comme s'il avait affaire à un fou, mais reprit ses jérémiades. Nous avons convenu qu'il ne te dirait rien d'important. La police écoute à coup sûr notre conversation. Vous êtes peut-être filmé. Il faudra que vous soyez discret lorsqu'il te remettra la sphère. Mais... Commença Björn. De nouveau Monsieur du Ciel s'arrêta. Oui? Mais... c'est dramatique. Lança le chevalier. Oui, vous avez raison. Quand nous avons su que... Et il continua son monologue. Si tu as quelque chose à dire, Reprit Camille. parle dans ta tête. Mon père adoptif nous aide, plus ou moins contraints et forcés. Ne lui fais pas confiance. Je n'avais pas l'intention d'en faire un ami. Bravo Björn, je t'entends parfaitement. L'essentiel maintenant, quand tu auras récupéré la voyageuse, file sans t'occuper de nous. Et Akiro? Il est prêt à partir, tout comme Salim. Nous n'attendons plus que toi. Un grand sourire muet se dessina sur le visage du chevalier, qui acheva de convaincre son interlocuteur qu'il était fouallier. Voilà la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps, dès que... Je préférais que tu fasses le pas sur le côté lorsque tu auras quitté le commissariat. Pourquoi?
L'inspecteur Franchina a déjà eu beaucoup de problèmes par ma faute. Je ne voudrais pas qu'on lui reproche en plus de t'avoir laissé t'enfuir. C'est un homme juste qui fait son travail du mieux qu'il peut. Tu es sûr? S'il te plaît, Bjorn. Bon, d'accord. Mais dès que je serai sorti d'ici, je file. J'en ai soupé de ton monde. Bjorn perçut un éclat de rire dans son esprit et une dernière phrase. À la citadelle. Le chevalier prit conscience que Monsieur du Ciel s'était tu. Il se leva et s'approcha du gros homme qui, malgré lui, eut un mouvement de recul. Je suis désolé, Déclara Bjorn en lui tendant la main. mais je ne peux rien pour vous. J'ignore tout de votre fille. Monsieur du Ciel se leva à son tour et saisit la large poigne du chevalier. Il avait l'air un peu hagard et, quand la porte s'ouvrit, il tourna la tête vers l'inspecteur Franchina, comme pour quémander de l'aide. Alors? Demanda le policier. Alors rien du tout. Monsieur du Ciel sortit rapidement, sans se retourner. Le policier jeta un regard sévère sur Bjorn. Vous n'avez donc pas été ému par ce pauvre homme? Cet homme n'est ni pauvre ni émouvant. Cracha le chevalier avec un rictus. Vous le savez aussi bien que moi. Qu'entendez-vous par là? Rien de plus que les mots que j'ai prononcés. L'inspecteur le considéra avec suspicion, puis, devant son mutisme, le fit reconduire dans sa cellule. Une fois seul, Bjorn inspira profondément. Bien au chaud dans son poing fermé, la voyageuse lui murmurait que ses malheurs étaient enfin finis. Chapitre 9. Il a bien reçu le message? S'inquiéta Salim. Il se trouvait avec Camille et Mathieu, dans une rue du centre-ville, adossés comme eux à la grille du théâtre. Camille leva un pouce joyeux. « Au poil !» lança-t-elle. « Tout va s'arranger !» Camille? Elle regarda son ami. Lui d'ordinaire si gai avait l'air préoccupé. Que t'arrive-t-il? Tu donnes l'impression d'avoir avalé de travers. Bjorn ne t'a pas dit s'il était fâché après moi? Camille prit une mine soucieuse. Il a juste laissé entendre que lorsqu'il t'attraperait, il commencerait par les oreilles. Salim, comprenant qu'elle se moquait de lui, respira plus librement. Mathieu nota toutefois qu'il n'avait l'air qu'à moitié rassuré. Ils prirent la direction du commissariat. Camille ne voulait pas repartir sans être sûre que Bjorn était tiré d'affaire. Elle désirait assister à son pas sur le côté. Le chevalier ne mettrait pas longtemps à utiliser la voyageuse. Il fallait donc qu'il se dépêche. Mathieu passa un bras sur les épaules de sa sœur. Il prenait doucement conscience qu'il arpentait peut-être ces rues pour la dernière fois et les regardait avec un œil où l'émotion le disputait à l'allégresse. Camille avait l'impression de lire dans les pensées de son frère. Il était heureux. Elle partageait ce bonheur avec lui de tout son cœur. Ils s'installèrent à la terrasse d'un café, séparés de l'entrée du commissariat par une placette et un carrefour peu fréquentés à cette heure de la journée. Ils commandèrent des boissons et un sandwich pour Salim. « Je n'ai rien mangé hier soir. » expliqua-t-il. « Et rien non plus ce matin. Vous rendez-vous compte qu'il y a des choses qui arrivent à me couper l'appétit? Incroyable, non? » En effet. Acquiesça Mathieu. En tout cas, elle n'arrive pas à te couper la parole. Se moqua Camille. Salim prit un air faussement blessé. « Je suis un incompris. » gémit-il. Là où je sème l'art et la beauté du verbe, je ne récolte que l'indifférence ou l'irritation d'individus totalement dépourvus de grandeur d'âme. Mathieu poussa un sifflement admiratif. Jolie phrase. Et sans le moindre rapport avec ce qui précède, l'interrompit Camille. Regardez! Elle avait saisi l'avant-bras de son frère et désigné le commissariat. Les deux garçons tournèrent la tête au moment où un fourgon bleu aux vitres grillagées s'engageait sur la chaussée. « Vous croyez que c'est lui ?» demanda Salim. Probable, chuchota Camille. Soyons prêts. Le véhicule s'avança jusqu'à un feu rouge. Il n'était qu'à une dizaine de mètres de la terrasse du café. Camille discernait parfaitement les deux policiers assis à l'avant. Le feu passa au vert et le fourgon s'ébranla. Tout d'abord, les trois spectateurs crurent que les embardées auxquelles ils assistaient provenaient d'un mauvais réglage du moteur. Mais il fut vite évident que ce n'était pas du tout le cas. Un mini cataclysme ravageait l'arrière de la camionnette. Le conducteur, alerté par le bruit, stoppa son véhicule. Il jaillit de l'habitacle avec son collègue, au moment où les deux portes arrière s'ouvraient à la volée. Bjorn apparut dans l'ouverture, le visage hilar. Derrière lui, on apercevait les corps étendus de trois gardiens. « De l'air !» hurla le chevalier, et il sauta dans la rue. Le conducteur et son collègue dégainèrent leurs armes et foncèrent vers lui. Camille serra les mâchoires. Pourquoi Bjorn ne s'était-il pas contenté de s'éclipser discrètement? Il allait réussir à se faire tirer dessus. Elle se glissa dans l'imagination. Quand les policiers arrivèrent sur Bjorn, l'un tenait un journal en guise de revolver et l'autre un saucisson sec.
Le chevalier les saisit délicatement à la nuque. Leurs crânes s'entrechoquèrent avec un bruit abominable. Ils s'affaissèrent lourdement. La scène avait eu de nombreux spectateurs qui reculèrent d'un pas quand Björn se tourna vers eux. Le chevalier éclata d'un rire énorme et se fendit d'une révérence. « Messieurs, dames, Lança-t-il d'une voix de stentor. je vous salue bien bas. » Puis soudain, il cessa tout simplement d'être là. Des hurlements s'élevèrent dans la foule, auxquels répondit une sirène de police. « Génial !» s'exclama Salim. « Quel artiste! Vous avez vu ce départ ?» J'aurais dû me douter que ça te plairait. maugréa Camille. Il a failli se faire tuer et tu trouves ça génial. Excusez-moi, l'interrompit Mathieu. Mais nous devrions nous éloigner. Nous sommes aux premières loges. Il ne faudrait pas que quelqu'un, l'inspecteur Francina par exemple, vous reconnaisse. Tu as raison, approuva Salim, heureux de changer de sujet. Filons d'ici. Ils se levèrent sans hâte et quittèrent les lieux. Les curieux affluaient et l'endroit allait grouiller de policiers. Leurs pas les conduisirent dans le parc. C'est le moment pour nous aussi demanda Mathieu. Oui, Répondit-elle. vous êtes prêts? Prêt acquiesça Salim. Prêt répéta Mathieu. Camille se projeta dans l'imagination. Merwin avait sans doute prévu que Mathieu rentrerait avec Björn grâce à la deuxième voyageuse. Emmener 2 personnes avec elle requérait un pouvoir qu'elle ne possédait pas. Pourtant, son pas sur le côté fut d'une facilité déconcertante. Elle n'eut presque pas conscience de son dessein. Ils disparurent.